l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Iran, USA, du chaos au fiasco, Macron nucléaire, ultime trahison. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Ch'tinis Karl, Yann Penaud, Philippe Bohen, Farisme, Yannick Hilarion et ma chère Fernande Richter. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors, que faire ? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Les pitreries d'Emmanuel Macron continuent. Direction la base de l'île Longue pour y rencontrer les femmes et les hommes qui assurent au quotidien la permanence et l'excellence opérationnelle de notre dissuasion nucléaire. Et paradoxe, c'est cette force nucléaire aujourd'hui qui donne ce reste de crédibilité à la France, malgré la nullité crasse du poudré et ses shows complètement puérils. Alors, cette image, elle est folle. Ah oui. C'est une image en direct du Falcon du président de la République. Escorté par 4 rafales. Les journalistes ont du mal à conserver leur sérieux. 15 ans du salaire d'une institutrice française ont été cramés pour poster ces images inutiles. Remarquez un petit détail. En France, il n'y a plus d'argent, sauf pour la guerre ou pour la com d'Emmanuel Macron. C'est un peu la même chose. Autre paradoxe. L'arme nucléaire, comme je l'ai dit, permet encore à la France de tenir son rang dans le concert des nations. Et que veut Manu ? La brader. Vous sentez toute la perversité du personnage ? Il célèbre notre souveraineté, notre rang mondial grâce au nucléaire, pour mieux la donner aux Allemands. On n'a plus de mots. Psychopathe, peut-être. Philippe Murer. Trahison. La dissuasion partagée, c'est donner notre plus grand atout à tous les pays européens. Avec la France qui prend tous les risques puisqu'un pays ennemi enverra les bombes nucléaires sur notre territoire en priorité. Qu'est-ce que gagne la France ? Rien, sinon des risques accrus. Les pays baltes pourront jouer à chatouiller l'ours russe avec nous en protection de ces petits pays. Sans compter le développement de programmes européens d'armement qui nous fragiliseront un peu plus. Ça suffit, Macron doit être destitué. Remarquez le vice du personnage, parce qu'on l'a accusé de vouloir brader notre dissuasion nucléaire, de vouloir la vendre aux Allemands. Après le discours, les fact-checkers comme Rudy ou Tristan, les comploplots, vous racontiez n'importe quoi. Vraiment ? Merz, chancelier allemand, annonce avoir mis en place avec le poudré un groupe de pilotage nucléaire pour coordonner les questions de dissuasion. Il s'agit bien d'un partage progressif de la dissuasion nucléaire, haute trahison d'Emmanuel Macron. C'est épouvantable et ce n'est pas une exagération. Pensez, Manu veut partager notre dissuasion nucléaire avec les autres young leaders du Forum économique mondial. Oui, je sais, Manu, c'est un fléau de Dieu. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Paris, Berlin et Londres prêts à des actions défensives pour détruire les capacités militaires de l'Iran. Vous avez sur la photographie les 3 dirigeants les plus détestés du monde, illégitimes au regard des règles démocratiques. Quant à Manu, il s'accroche comme un possédé à la guerre. Oui, c'est sa divine surprise. Parce que Macron est visé dans les affaires suivantes. Epstein. Macron était au centre des négociations avec les partenaires d'Epstein. Il a protégé le criminel, faisant de Paris la capitale de l'agression sexuelle. Source Marianne, on y reviendra. Trahison avec le Mercosur. Le salon de l'agriculture est en perdition. Échec économique et révolte des grands patrons. Iran, un effet d'aubaine pour le Manu ? Tenez, une petite digression. Sous ce tweet, des internautes ont ajouté à mes 3 points le DSA, la fin de vie, l'hôpital et que sais-je. Vous avez tout à fait raison. Mais voilà, avec Manu, les malheurs sont infinis. On ne peut même pas tous les répertorier. En tous les cas, cette guerre a permis à cet immature d'enfiler une fois de plus son déguisement de chef de guerre. Oui, une fois de plus. C'est lassant.
Bon, ma transition est toute faite avec la guerre. En direct, nous étions samedi, les États-Unis et Israël frappent Téhéran et plusieurs villes. Guerre Iran-USA, du chaos au fiasco. Hier, j'ai passé ma journée à éplucher la presse mondiale, consulter tous les experts de tous les camps. Le premier point d'accord entre eux, ce fut la surprise. Pourquoi? Parce qu'on était proche d'un accord. Un accord entre l'Iran et les États-Unis était à portée de main, selon le négociateur omanais. Nous étions samedi 28 février. On mesure ce propos? Les efforts diplomatiques allaient être couronnés de succès, les négociateurs étaient proches d'un accord, et c'est à ce moment-là qu'ils déclenchent une offensive sur l'Iran. Il y a quelque chose qui m'échappe. Oui, pourquoi frapper l'Iran à ce moment? La réponse des journaux américains et de la diplomatie américaine. Les buts de guerre de Trump: éliminer la menace nucléaire iranienne, détruire les capacités militaires et balistiques, affaiblir les réseaux de proxy terroristes, changer de régime et promouvoir la liberté pour le peuple iranien. Voyons le premier point. Oui, les négociateurs étaient proches d'un accord. Et l'année dernière, Donald Trump avait affirmé, lors de l'opération Manteau de minuit, que les capacités nucléaires iraniennes avaient été anéanties. Bon, voyons si les autres objectifs ont été atteints. En tous les cas, samedi soir, c'était jour de victoire aux États-Unis. L'ayatollah Khamenei est mort, c'est confirmé par les médias iraniens eux-mêmes. Victoire donc du renseignement US, gros coup pour Trump dès le premier jour. Dans tous les médias mainstream, on célèbre la décapitation de l'exécutif iranien. Tout un gouvernement assassiné avec un seul bombardement. Mais quel strike! Le champagne va être vite rangé dans le frigo. Gueule de bois immédiate, parce que la guerre, c'est toujours un horrible massacre. Peut-on m'expliquer en quoi on libère les Iraniens des mollahs en tuant 51 fillettes dans une école? Le dernier bilan de cette frappe s'élève à 165 victimes. La riposte iranienne est immédiate et elle va faire très mal. Que des soldats américains aient péri au deuxième jour de la guerre est une exécrable nouvelle pour Trump. Guerre en Iran, 3 soldats américains tués, plusieurs blessés graves. Il y a des pertes en Israël également suite à des bombardements iraniens. Les deux camps pleurent donc leur mort. C'est une très belle réussite, il n'y a pas à dire. Le Moyen-Orient vient de basculer dans l'inconnu. Embrasement général, titre la presse mainstream. En réponse de l'opération Epic Fury, Téhéran vient de lancer l'opération True Promise 3. Ce n'est plus une menace, c'est un embrasement régional total. Le cœur économique du Golfe est directement visé. État des lieux des frappes sur les emprises civiles et stratégiques. Émirats, impact rapporté sur The Palm, le célèbre hôtel Burj El Arab et l'aéroport international de Dubaï. Qatar, zone civile et périphérie de la base El Unden touchée à Doha. Koweït et Bahreïn, terminaux aéroportuaires et infrastructures critiques sous le feu des drones et missiles. Israël et Jordanie, salve de missiles balistiques massives de la part des Iraniens. Conséquences immédiates pour l'économie. Énergie, le détroit d'Ormuz est une zone de guerre. J'y reviendrai. Transport, espace aérien verrouillé, Emirates, Qatar Airways et Etihad, qui sont des compagnies aériennes emblématiques, sont cloués au sol. Risque systémique, nous sommes face au Black Swan de 2026. La panique sur les places boursières du Golfe est inévitable. L'Iran, donc, bloque le détroit d'Ormuz. Regardons-le, ce détroit d'Ormuz. Il est très étroit, comme son nom l'indique, et il est sous le feu de l'artillerie ou des missiles iraniens. Et oui, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite près de 20% du pétrole mondial. Risque majeur pour l'économie mondiale. Et dans la foulée, le pétrole flambe de 13% à plus de 80 $ le baril. Il y a un autre facteur de risque.
Certains journalistes ou commentateurs se sont pâmés lorsqu'ils ont appris l'assassinat de l'ayatollah Khamenei. Quel que soit ce que l'on peut reprocher au clergé iranien, on n'assassine pas un chef spirituel. Mais on se rend compte, c'est non seulement donc le guide des Iraniens, mais il était également très respecté dans les autres communautés chiites de la région, comme celle d'Irak. Il y a 300 millions de chiites dans le monde. Et désormais, ils ont une sorte d'obligation de le venger. Les Iraniens jouent là-dessus. Un missile iranien a frappé un gratte-ciel de luxe à Bahreïn. Des informations suggèrent que ce gratte-ciel abrite des membres du commandement militaire américain de haut rang. L'Iran cible spécialement le royaume de Bahreïn. Pourquoi ? Il abrite la base navale américaine et le royaume de Bahreïn est politiquement fragile car il fut persan pendant 2 siècles. Les 70% de sa population sont chiites et pro-Iran. La stratégie iranienne est donc assez claire et elle est solide surtout sur ses appuis. Embraser le Moyen-Orient, bloquer le détroit d'Ormuz, ça c'est pour faire très mal économiquement, et ensuite taper fort sur les bases américaines pour y faire des victimes, qui vont heurter l'opinion américaine. Les spécialistes n'en reviennent pas. La vigueur de la riposte iranienne surprend par son volume, sa rapidité, son intensité et la diversité des cibles. Question, cela peut-il durer encore 2 jours, 3 jours, plus ? Je rappelle que l'année dernière, l'Iran a tenu 12 jours et pour certains analystes, c'est bien l'Iran qui avait gagné la guerre. Pour Donald Trump, c'est une très mauvaise passe. Guerre en Iran, les critiques contre Donald Trump. Déclarer une guerre d'agression, non-respect du droit international, l'ONU, assassiner un chef religieux âgé, bombarder des populations civiles, et ne pas avoir respecté sa promesse de paix, et donc de ne pas livrer de nouvelles guerres, et d'entraîner les USA dans un bourbier une fois de plus. De plus en plus d'Américains reprochent donc à Donald Trump d'avoir trahi ses promesses. Un extrait de Donald Trump datant de 2024 devient extrêmement viral. Je peux vous dire que vous n'aurez pas de guerre avec l'Iran avec moi comme président. Dans les sondages, Donald Trump s'effondre. Frappe en Iran, à peine 27% des Américains favorables aux frappes américaines en Iran. Et dans son camp, les accusations sont fortes. L'ex-élu trumpiste au Congrès, Marjorie Taylor Greene, dénonce les frappes américaines sur l'Iran et accuse Donald Trump d'avoir trahi ses électeurs. Autrement dit, Donald Trump, qui s'était présenté lors de l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis comme le pourfendeur de l'État profond, oui, il avait dénoncé l'agenda des néoconservateurs, se trouve paradoxalement en train de le mettre en place. Rappelons-nous la feuille de route, la roadmap néoconservatrice pour remodeler le Moyen-Orient, amorcée après le 11 septembre 2001. Cette feuille de route avait été rédigée dans les années 90, avec des néoconservateurs assez célèbres, Wolfowitz, Dick Cheney et Rumsfeld. Cette feuille de route avait été présentée à Clinton, qui l'avait refusée. Donc cette feuille de route visait à remplacer les régimes hostiles par des démocraties pro-occidentales. Cette stratégie prévoyait l'invasion de l'Irak 2003, la pression sur l'Iran, la déstabilisation de la Syrie et la stabilisation de l'Afghanistan, dans le but de sécuriser Israël et les intérêts énergétiques. Les piliers du remodelage, Irak, la théorie des dominos qui n'a jamais eu lieu, l'Iran, l'objectif ultime, nous y sommes, la Syrie, la pression, affaiblir ou renverser le régime bassiste, ils y sont arrivés, mais au prix de massacres épouvantables. Quant à l'Afghanistan, l'armée américaine est partie la queue entre les jambes. Ce projet a mené à une déstabilisation régionale, marquée par des conflits sectaires et l'émergence d'États faillis. Soyons plus clairs, le bilan est épouvantable. État donc déstabilisé, terrorisme et fanatisme endémique, et des millions de morts. Et l'économie américaine est fortement touchée, oui, endettée à des niveaux jamais vus. C'est peut-être pour cela que les Américains ne veulent plus entendre parler de ces guerres. Oui, ce sont des bourbiers.
majeur. Et qu'est-ce que ça fait? Ça mine la société. Quand vous avez une guerre contre l'Iran qui se déclenche comme ça, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Pour l'opinion américaine, c'est un rappel que ça pourrait... Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit dire, transformer en Régis? ce qu'on appelle un bourbier. Qu'est-ce Voilà. qu'il doit faire? On ne peut pas mieux dire. Et toutes les informations qui nous parviennent confirment ce diagnostic. Le Pentagone ne dit aucun signe que l'Iran allait attaquer les États-Unis en premier, selon des sources. Le Pentagone explique ouvertement au Congrès américain qu'il n'existait aucun signe que l'Iran attaquerait les États-Unis. Ajoutez à cela les propos du médiateur Omané, que je vous ai présenté, qui raconte qu'un accord sur le nucléaire iranien était à portée de main. Cela fragilise la position de Donald Trump et sa décision de rentrer en guerre. Il faut ajouter également à cela les morts américains, les milliards de dégâts, la hausse du pétrole et des marchés qui pourraient dévisser. Il va vite falloir montrer des résultats probants et convaincre l'électeur US que c'est dans son intérêt. Bon, d'accord, mais il y a peut-être des objectifs que Donald Trump a atteints. Pensez à la démocratie. Les dirigeants iraniens ont été tués. Le peuple va se soulever. Et bientôt, ça sera la démocratie. Des fontaines de limonade pour tous. Et des femmes en mini-jupe avec des décolletés pigeonnants. Non. Analyse du renseignement israélien. Le régime iranien n'est pas ébranlé. Il est stable en dépit de la mort de Khomeini. Les rassemblements pro-gouvernementaux prennent de l'ampleur dans les rues de Téhéran. Pas de soumission, pas de reddition, guerre contre l'Amérique. C'est quand même assez étrange. Tu bombardes pendant des nuits le peuple iranien, tu tues des fillettes, des chefs religieux, et les Iraniens ne se soulèvent pas contre leur gouvernement et en veulent aux États-Unis. C'est incroyable. La CIA avait affirmé, garanti à Trump, qu'une fois l'ayatollah et son équipe liquidés, tout le peuple iranien allait se soulever contre le régime. Erreur. La CIA avait fait exactement la même erreur d'analyse avec Erdogan, voici plus de 10 ans, lors de la tentative du coup d'État à Istanbul et Ankara. Il est quand même bon de rappeler que les Américains possèdent des armes qui permettraient de faire plier l'Iran. Je vous renvoie notamment au cas du Japon en 1945. Mais ce seraient des massacres à vous faire glacer le sang. Comment en est-on arrivé là? Beaucoup de Trumpistes ne comprennent pas. Jacques Hoggard, un ami, analyste expérimenté, me fait suivre cette remarque. Je ne peux que la diffuser tant elle me semble très pertinente. Donald Trump ne voulait pas de cette guerre, de même que le Pentagone, mais il y a été contraint par Bibi. Netanyahou. Il sait qu'il va perdre contre l'Iran et contre son opinion publique, qui manifeste son opposition à la guerre. Il va perdre les élections de novembre, sera donc en minorité et donc pourra ensuite être destitué légalement. Je ne vois pas comment il peut sortir de ce piège. Ah non, pas encore une théorie du complot. Oui, ce serait Bibi qui aurait forcé les USA à entrer en guerre. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, pas tout à fait. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, Israël nous a forcés à nous joindre à la guerre contre l'Iran. Le président a pris une décision très sage. Nous savions qu'il y allait y avoir une action israélienne. Nous savions que cela allait précipiter une attaque contre les forces américaines et nous savions que si nous n'agissions pas de manière préventive avant qu'ils lancent ces attaques, nous subirions des plus lourdes pertes. Cette information est corroborée par la presse mondiale. La guerre devrait donc durer, d'après Donald Trump, au moins 4 semaines. Attendez, comme cela, un enfer pour toutes les populations civiles innocentes, qu'elles soient israéliennes, iraniennes ou moyen-orientales. Et en plus, les USA n'ont pas de troupes au sol à envoyer. Vous me direz, ça serait une boucherie épouvantable. C'est un véritable cul-de-sac, sauf massacre généralisé dont je vous ai parlé. Régis de Castelnau, le mot pour la fin. Ambiance. Bon messieurs, maintenant vous allez m'expliquer comment on fait rentrer le dentifrice dans le tube. Quel gâchis. Car enfin, Trump, c'est celui qui avait brisé les wokistes, qui avait détruit la dictature et la censure progressiste. Et il se fait piéger comme un débutant.
Certains avancent la piste Epstein. Un élu démocrate d'ailleurs accuse Trump d'avoir agressé des mineurs. À suivre. Et le très progressiste Newsom a front renversé. Nous devons comprendre pourquoi nos bombes, ou celles d'Israël, ont servi à tuer des enfants et des jeunes filles dans une école. Quelle était la menace imminente, a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. C'était le texte, autrefois, de Donald Trump. Il y a de quoi vraiment hurler. Comme je le disais tout à l'heure, ces guerres au Moyen-Orient ont affaibli les finances des États-Unis. Un économiste européen, dans le journal très européiste, est capable d'écrire aujourd'hui ce genre de choses. La prochaine crise financière est inéluctable et elle sera américaine. Il arrive un moment où le dollar n'aura plus de garant suffisant pour assurer sa crédibilité. C'est le crépuscule du dollar. Et comme les USA sont connectés à l'Europe, la chute des USA entraînera mécaniquement la chute de l'Europe. Certains à Bruxelles commencent à le comprendre. Un peu mou du bulbe, ces européistes. Flash, l'Union européenne serait entrée dans un véritable moment de panique, certains États membres ne disposant pas de réserves énergétiques suffisantes. Selon un analyste énergétique de premier plan, l'Union européenne pourrait être contrainte d'augmenter ses importations d'énergie en provenance de la Russie, source Politico. Vous vous rappelez de la blague virale pendant le Covid? En cas de guerre nucléaire ou troisième guerre mondiale, ce sera la même équipe? La réponse est oui. Les Allemands désignent clairement la responsable de ce désastre. L'un des plus gros problèmes de l'Europe est Pustula. Et au sein de la Commission, on se prend le bec avec Nathalie Loiseau. Loiseau reproche à van der Leyen de s'immiscer dans des domaines qui relèvent de la politique étrangère et de sécurité commune, PESC, compétence des États membres et du haut représentant de l'Union européenne actuellement, Kaja Kallas. Pas de la présidente de la Commission. Nathalie Loiseau, ça suffit, Pustula. Et oui, selon Nathalie Loiseau, Pustula n'a ni légitimité, ni mandat, ni équipe dédiée pour parler au nom de l'Union européenne sur ces sujets géopolitiques sensibles comme le Moyen-Orient ou l'Iran. Elle voit cela comme un excès de pouvoir récurrent de van der Leyen qui outrepasse ses attributions économie, commerce, normes pour se positionner personnellement sur la scène internationale. La question que tout le monde se pose à Bruxelles, est-ce que la hyène va voler dans les plumes de l'oiseau ? On attend. Enfin, ils se bouffent entre eux, ça c'est une très bonne nouvelle, et puis c'est un signe de plus que cela sent très mauvais dans cette grosse commission. Comme je vous le disais en début d'entretien, pour Manu, cette guerre, c'est une divine surprise. Cela permet de détourner les Français de son abominable responsabilité dans la faillite française, et surtout de détourner le regard de l'affaire Epstein. Pour combien de temps ? Car cela s'accumule. Est-ce que Catherine Péjard, nouvelle ministre de la Culture, a organisé une visite privée de Versailles pour Epstein ? C'est fou quand même, hein, car avec la Macronie, tous les chemins mènent à Epstein. La presse étrangère commence à s'en faire l'écho. La honte dépasse nos frontières. La présidente de l'Assemblée nationale française a travaillé dans le cabinet qui a défendu Jean-Luc Brunel, le recruteur d'Epstein, accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Brunel est décédé dans sa cellule de prison à Paris en 2022. Un peu mystérieuse cette mort. Elle bloque désormais l'enquête parlementaire française sur les dossiers Epstein. Eh oui, dans la Macronie, tous les chemins mènent à Jeffrey Epstein. Pensez le conseiller spécial d'Emmanuel Macron, Jack Lang. Une autre façon de poser la question des relations entre Jeffrey Epstein et Jack Lang. Epstein était très riche, au point qu'il avait facilement accès à tout le gratin politique et économique, au point que Jack Lang, comme nous le voyons dans leur correspondance, n'hésitait pas à le solliciter financièrement. On peut comprendre de ce point de vue pourquoi Jack Lang souhaitait être en contact avec ce milliardaire, pour profiter de son argent et de ses largesses financières. Admettons.
Mais pour quelle raison Epstein trouvait un intérêt à maintenir le contact avec Jack Lang, qui n'était plus rien ni personne depuis longtemps, et qui par conséquent n'avait manifestement rien à lui proposer qui puisse satisfaire ses appétits financiers. Il était déjà milliardaire, ni qui puisse lui permettre d'intégrer le gratin mondial. Il y avait déjà accès, et bien plus que Lang. Qu'est-ce qui, chez Lang, intéressait un Epstein ? Un petit correctif, Jack Lang n'était pas rien. Il avait de nombreuses portes d'entrée, comme le bureau d'Emmanuel Macron, il était très proche de Brigitte Macron, il avait accès à tout le Gotha socialiste et culturel, et il était proche également avec l'Institut du monde arabe des associations marocaines. Je vous renvoie au dossier Le Petit Prince. Mais poser la question, c'est en quelque sorte y répondre. Marianne, ils étaient inattaquable. Comment Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel ont fait de Paris la capitale de l'agression sexuelle. Le journal Marianne, 2 mois après tout le monde, découvre le fil à couper le beurre. Oui, Jeffrey était protégé. Et on a une petite idée par qui. Tenez, un indice. Moi, Sandra, enfant de l'ASE et sur le trottoir. En France, près de 20 000 jeunes filles mineures seraient exploitées, recrutés le plus souvent dans des foyers ou des familles d'accueil de l'aide sociale à l'enfance. Et le gouvernement laisse faire cela. On ne peut pas dire qu'il y a un empressement du pouvoir macroniste pour protéger toutes ces gamines. Des milliers de personnes demandent à Jean-Michel Bailey de se retirer des élections municipales à Valence d'Agen. Vous vous rappelez de ce personnage, il est accusé de choses épouvantables et c'est un appui macroniste, un patron de presse. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie, mais vous verrez qu'il y a quand même une transition. Bill Clinton qui sourit et se régale en regardant de vieilles photos d'Epstein et son avocat qui les lui retire des mains. Voilà encore une image que notre presse poubelle ne viendra pas trop commenter à Paris. Oui, le Bill était auditionné au Congrès. Déclaration de Bill Clinton sous serment dans l'affaire Jeffrey Epstein concernant Donald Trump. Il n'a jamais rien dit qui me fasse penser qu'il était impliqué dans quoi que ce soit d'inapproprié concernant Epstein. Quant à lui-même, il ne s'est jamais douté que Jeffrey est un horrible criminel. Hillary Clinton frappe du poing sur la table et quitte brusquement sa déposition dans l'affaire Epstein lorsqu'elle apprend que des photos d'elle ont été publiées avant son témoignage. Allez, une dernière sur l'affaire Epstein. Elle est pas mal celle-là. Martine en a marre qu'on dise Martine. Allez, il faut conserver le sourire. On a la droite la plus morale du monde. Non, je plaisante. Défendre les intérêts français, c'est tout droit ou enfumage de Macron? Oui, la droite française préfère aller enfumage de Macron. C'est un peu comme le PS. Municipal 2026, les socialistes et les insoumis font liste commune dans 60 villes. C'est bien avec les socialistes et les Verts, c'est qu'on n'est jamais déçu. Celle-là, elle est excellente. Je vous laisse la lire. Toujours sur le même sujet. Molo les Molas. Bloqué à Dubaï chez une fille influenceuse. Ça va faire des étincelles. Didier Bourdon, Alexandra Lamy et Marie-Lou Berry. Une comédie explosive. La panique gagne les influenceuses à Dubaï. Une photo de leur empressement pour prendre des avions. Emmanuel Macron est allé chercher du Queen Amman en Bretagne. Oui, Emmanuel Macron se rend dans une boulangerie pour acheter du Queen Amman à Brest. Et pendant ce temps-là, des généraux de l'armée française font des TikTok avec leur assistante. Ne rigolez pas, c'est avec notre argent. Oui, c'est à peine croyable, je vous mets d'ailleurs le film dans la discussion. Et qu'est-ce qui se passe à l'Élysée? Est-ce que tu leur expliques en anglais? Ah merde. Je vous dis un petit bonjour. Absente d'un défilé, Bribri a été opérée d'urgence de la rétine. Je sais, la guerre avec l'Iran, la fin de vie, la faillite française, la censure, l'état mafieux, l'appauvrissement généralisé. Mais je vous rassure, Bribri va mieux et peut continuer à faire la fête à l'Élysée avec notre argent. Et d'ailleurs, les Macron, comment il était, Jeffrey ? Epstein, plusieurs médias annoncent qu'ils enquêteront dès qu'ils se seront mis d'accord sur son nom.
Pas mal celle-là. Quelle carrière quand même, une leçon de vie pour nous tous. Ça ressemble à du Gorafi, mais ce n'est pas du Gorafi. L'animateur TV et streamer Samuel Etienne, salarié de France Télévisions, s'est fait payer une rupture conventionnelle tout en conservant un poste d'animateur sur la chaîne, puis s'est fait subventionner sa chaîne Twitch par de l'argent public. Ah, j'oubliais, n'oubliez pas de payer vos impôts. C'est fini pour cette rubrique fantasy, on va ouvrir la page patriote avec Florian Philippot. Merci. Voilà. Donc vous serez candidat à l'élection présidentielle ? Moi, j'espère qu'il y aura un candidat souverainiste qui s'appellera Philippe de Villiers. Voilà, Frexiteur. Et s'il ne l'est pas, oui, je le serai. Merci Florian Philippot. Remarquable Philippe de Villiers. L'enjeu de l'élection présidentielle, ce sera le Frexit, la sortie de l'Union européenne. Si la France doit croire en elle, il faut qu'elle récupère sa souveraineté. La France est une puissance mondiale. L'Europe est trop petite pour la France. Tout est dit. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.